Sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit. Vous recevez Pierre de Villeneuve, la présidente du parti Le Rassemblement Citoyen Cap 21, soutien d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Corinne Lepage. Bonsoir Corinne Lepage. Bonsoir. Merci d'être en direct dans Europe Nuit. D'abord un mot sur vous, sur votre sentiment, vous qui avez suivi Emmanuel Macron depuis le premier jour, le tout début. Vous n'êtes pas au gouvernement, est-ce que vous êtes déçu ? Non, j'avais rien demandé. Mon nom a beaucoup circulé. Je crois que j'ai cru comprendre que pour des raisons politiques, on avait préféré pour le poste auquel éventuellement on me destinait, c'est-à-dire de l'éducation nationale, Nicolas Hulot prenant l'environnement, une personnalité de droite qui était en fait la personne prévue par l'équipe de François Fillon dans l'hypothèse où celui-ci aurait accédé au pouvoir. Nicolas Hulot, c'est un bon choix ? Moi, je trouve que c'est formidable. Ça va pas être simple pour lui, mais je trouve ça très intéressant. Oui. Ça va pas être simple, vous avez raison. Il vient de déclarer plusieurs choses sur France 2 aux 20h. La plus importante, peut-être, c'est ce qu'il pense, qu'il y ait des alternatives à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous le pensez aussi, vous, qu'il y a des alternatives à Notre-Dame-des-Landes ? Moi, j'ai la chance de pas être au gouvernement, donc d'avoir une parole totalement libre. On vous écoute alors. Bon, moi je pense que le projet de Notre-Dame-des-Landes est un très mauvais projet. Le président de la République l'a déclaré, mais en même temps avait dit il y a un référendum, il faut quand même en tenir compte. Et donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc je me donne 6 mois. Alors 6 mois pour faire quoi ? 6 mois pour avoir un médiateur qui, alors au début c'était fera en sorte que tout se passe bien, et puis ensuite c'était un peu plus ouvert, peut-être chercher une autre solution. Je comprends la gêne de Nicolas Hulot qui considère aussi que c'est un très mauvais projet et qui voudrait bien proposer une solution alternative qui permette de ne pas réaliser Notre-Dame-des-Landes. Il aura du mal parce que Mais qu'est-ce que ça pourrait être une solution alternative ? Il n'y en a qu'une, c'est-à-dire d'aménager Loire-Atlantique. Il n'y en a pas 150. On sait très bien que si on fait... C'est-à-dire l'agrandir ? Oui, et faire une autre piste. C'est-à-dire réaliser une autre piste qui permettrait de ne pas passer, comme c'est le cas aujourd'hui, au-dessus de la ville de Nantes. Ça a un coût, bien sûr, mais qui est beaucoup moins important que la réalisation de Notre-Dame-des-Landes. Mais derrière le problème de Notre-Dame-des-Landes, il y a un coût pour l'État, parce que s'il se dédie, c'est plusieurs centaines de millions d'euros qu'il faudra payer. Autre déclaration, Fessenheim fermé après concertation ? Écoutez, espérons, Fessenheim, la décision qu'a prise Madame Royal, sachant que moi je défends, en tant qu'avocate, les gens qui veulent la fermeture de Fessenheim depuis 2006. Donc je suis un peu partie prenante. Mais de toute façon, les Allemands, par exemple, dont le président de la République s'est beaucoup rapproché, ont demandé, il y a quelques jours, la fermeture de Fessenheim. Donc tout le monde est d'accord à l'étranger là-dessus. La décision prise par Madame Royal n'est pas réellement une fermeture de Fessenheim. C'est la nécessité de fermer Fessenheim si on ouvre Flamanville. Ouais, pourquoi ? le PR. Parce que la loi de transition énergétique fixe désormais un plafond à la production d'électricité nucléaire. Donc si on veut ouvrir Flamanville, il faut en fermer une autre. Donc abroger Flamanville, abroger Fessenheim. Mais c'est subordonné à la question de Flamanville. Et pour moi, la question de Flamanville, elle est majeure, parce que c'est une question de sûreté nationale. C'est-à-dire ? Eh bien, pourquoi est-ce que... Alors, Flamanville a pris beaucoup de retard. Bien. Mais sur ce retard, qui nous coûte quand même la bagatelle de 10 milliards, au lieu de 3 prévus initialement, c'est adjoint un deuxième problème. C'est celui de la fiabilité de la cuve et du couvercle du réacteur. L'autorité de sûreté nucléaire avait demandé à ce que cette cuve ne soit pas posée, que le réacteur ne soit pas vissé dessus, tant que les études que l'ASN faisait n'étaient pas définitives. EDF s'en est fichu et a posé la cuve, fermé le couvercle. Et espère bien entendu obtenir de l'autorité de sûreté nucléaire un label pour partir. Sauf que il y a des problèmes de fuite de carbone extrêmement importants et que j'espère que l'ASN se déterminera uniquement pour des questions de sûreté et pas en raison de pression qui serait exercée sur elle pour qu'un feu vert soit donné, alors que sur le plan de la sûreté, il ne devrait pas l'être. Sur la question du nucléaire, d'une manière générale, d'une manière totalement globale, comment est-ce que vous, alors on l'a bien entendu, vous l'avez d'ailleurs répété, vous n'êtes pas au gouvernement, vous avez donc une parole libre. Totalement. Comment est-ce que vous voyez les choses à long terme ? Je vais vous dire, je les vois d'une manière très simple. C'est que l'équation nucléaire n'est pas tenable pour des raisons financières, pas pour autre chose. Ça ne marchera plus pour des raisons d'argent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui,
Lorsque, par exemple, Madame Royal a lancé des appels d'offres sur le photovoltaïque il y a 2 mois, le prix du photovoltaïque est 50% celui du nucléaire qui sort d'un réacteur style Flamanville. Aujourd'hui, vous produisez de l'éolien ou du solaire presque un tout petit peu plus cher que du nucléaire ancien, mais presque pas. Et ça ne cesse de baisser, ce qui fait que dans quelques années, le nucléaire ne sera plus rentable du tout. Même le vieux, je ne parle même pas de celui qui sort de Flamanville et qui est à des prix hors compétition. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on s'arc-boute sur ce nucléaire ? Parce qu'on s'arc-boute sur l'idée que c'est une excellence française, ce qui malheureusement, parce que moi je suis assez cocorico quand même quelque part, n'est pas vrai. Oui. Ça a été vrai, ça ne l'est plus. Enfin, c'est vrai aussi parce qu'il y a des emplois derrière. Il y a 120 000 emplois, il n'y en a pas 250 000 comme on le dit. Il y a 120 000 emplois directs, c'est beaucoup, moins que dans les filières renouvelables. Aujourd'hui, il y a plus de monde dans les filières renouvelables en emploi direct que dans le nucléaire. Ça veut dire qu'il faut évidemment traiter par priorité la question de l'emploi. Sauf que, comme l'a rappelé Nicolas Hulot, il a tout à fait raison, il n'est pas question de fermer toutes les centrales aujourd'hui. Évidemment pas. Et deuxièmement, quand vous fermez une centrale nucléaire, c'est pas comme quand vous fermez une usine de production de pots de yaourt. Vous mettez la clé sous la porte. Une usine, une centrale nucléaire, ça s'entretient, même quand ça ne fonctionne plus, il faut beaucoup de personnel. Et ensuite, il y a une opération très importante qui s'appelle le démantèlement, sur laquelle la France devrait être un leader, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui 558, je crois, réacteurs dans le monde. C'est-à-dire que le marché du démantèlement est un très gros marché du nucléaire. Pourquoi est-ce que nous ne nous en faisons pas une spécialité ? Mais précisément parce que nous avons des problèmes de compétences. Je suis désolée de le dire, mais c'est une réalité. Donc nous finalement, avons la des spécialité française... Nous avons des problèmes de compétences. Voyez ce qui se passe avec l'EPR, tant en Finlande, 8 ans de retard, qu'à Flamanville, je ne sais combien d'années de retard, nous avons des difficultés. Pourquoi ? Parce que nos spécialistes qui ont effectivement étaient à la pointe de l'excellence mondiale sont partis en retraite et que la relève n'a pas été assurée dans de suffisamment bonnes conditions, que pour des raisons d'économie, on a fait appel à des sous-traitants pour beaucoup de choses, qui sont des gens qui ne sont pas du tout formés pour cela, qu'on paye au lance-pierre, qui ne sont pas surveillés sur le plan de leur santé, comme le sont les travailleurs d'EDF qui, eux, sont vraiment surveillés. Et par voie de conséquence, nous avons beaucoup perdu. Donc, si vous voulez, il y a la question du coût, et puis il y a l'ardoise. Aujourd'hui, EDF, alors j'ai vu qu'on dit c'est de la faute de Nicolas Hulot si l'action a baissé. Attendez, arrêtons de rigoler. Ça a peut-être perdu 4-5%, mais c'est des cacahuètes à côté de ce qu'a perdu l'action d'EDF, qui est passée de 80 € à 6 € et quelque chose aujourd'hui, en l'espace de 8 ou 9 ans. La dette est passée en 10 ans de 27 à 75 milliards. Et on évalue aujourd'hui à 175 milliards ce que devrait payer EDF pour mettre à jour les centrales, faire Hinkley Point, s'occuper des déchets. Où est-ce qu'on va trouver cet argent ? Dans notre poche ? Eh bien, écoutez, je pense que c'est un vrai problème économique. C'est celui du choix. Est-ce que nous ne serions quand même pas beaucoup mieux avisés d'investir massivement dans le renouvelable et dans l'efficacité énergétique ? Le renouvelable étant la seule énergie qui assure notre indépendance nationale, parce que le soleil, le vent et la biomasse, c'est chez nous, c'est pas au Mali ou au Niger, comme l'uranium, et qui sont les grands marchés de demain. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a donné sa feuille de route. Comment est-ce que vous la voyez, cette feuille de route, et ce gouvernement d'ailleurs, d'une manière générale ? Je trouve que le gouvernement, dans son ensemble, mis à part une ou deux exceptions, est un grand succès. Pourquoi ? C'est qu'il ait une ou deux exceptions. Parce que on vous voit pas parce que c'est de la radio, mais vous balayez les choses de la main là. Oui, comme ça. C'est qu'il ait une et deux exceptions. Si vous voulez, je pense tout à fait normal que François Bayrou soit au gouvernement. Je pense que François Bayrou et Marielle de Sarnez et Madame Goulard, qui elle est quand même un soutien de la première heure, donc c'est assez normal qu'elle y soit. Ça fait 3 Modem, 3 républicains, 4 socialistes. Franchement, je trouve que c'est pas très équilibré. Bon, voilà, c'est une réflexion. Vous l'aimez pas beaucoup, François Bayrou. Vous l'avez beaucoup critiqué ces derniers jours. Beaucoup. Oui, donc c'est une vendetta personnelle entre vous deux. Non, pas du tout, parce que ce que je dis là, et je pense pensé par beaucoup de gens, c'est une question d'équilibre politique. 3 modems pour un tout petit parti par rapport à 3 modems pour 3 républicains et 4 socialistes, je trouve que c'est beaucoup. Mais ceci mis à part, d'être arrivé à faire un gouvernement dans lequel vous avez 11 sociétés civiles,
11 politiques, où vous avez autant d'hommes que de femmes, où vous avez des personnes venant de la société civile qui sont des personnes compétentes. Ensuite, on peut parler des orientations politiques des uns et des autres, mais des personnes compétentes dans leur domaine. Je pense que c'est un engagement qu'avait pris le président de la République et c'est un engagement qui est tenu. Je pense que c'est très important et c'est la raison pour laquelle nos concitoyens ont plutôt bien accueilli l'arrivée de ce gouvernement. François Bayrou, pour revenir juste une petite seconde sur lui, vous l'avez beaucoup critiqué lorsqu'il a demandé à Emmanuel Macron d'avoir toute une série de circonscriptions. Oui, mais je ne suis pas la seule. Hein. Oui. Regardez ce que Jean Arthuis a écrit sur son compte Twitter, en disant qu'il pensait que c'était la CNI qui donnait les investitures, qu'il était désolé de voir que c'était le MoDem. C'est encore pire que ce que j'ai pu dire moi, quand même. Vous avez dit aussi que sa secrétaire avait été payée par le Parlement européen. Ça, c'est un truc qui est ancien. Je dis que je ne reviendrai pas là-dessus. Je l'ai écrit il y a 3 ans dans un livre qui s'appelait Les mains propres. À l'époque, tout le monde s'en est fichu. J'ai constaté que des sites de droite ou d'extrême droite qui n'aiment pas du tout M. Bayrou avaient ressorti ça. J'ai dit que je ne m'exprimerai plus là-dessus. Si ça intéresse les journalistes, eh bien qu'ils fassent leur travail. Corinne Lepage, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Quel rôle allez-vous avoir à côté ou en parallèle d'En Marche? Écoutez, moi je souhaite vraiment, je me suis battue pour le président de la République, j'ai vraiment beaucoup bourlingué pour aller soutenir des comités En Marche, pour aller soutenir sa candidature. J'espère vraiment que ça va marcher, c'est absolument fondamental que ça marche. J'ai une vie qui est très remplie. J'ai un métier que j'adore, je défends l'environnement de manière extrêmement, j'espère, efficace, par le droit, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je m'occupe de promouvoir quelque chose qui est très important, qui est la Déclaration universelle des droits de l'humanité, qui est aujourd'hui à l'ONU et dont je souhaiterais bien qu'elle puisse être adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Vous voyez, c'est pas un petit sujet. Je co-dirige un mouvement... Finalement, vous n'auriez pas eu de temps pour le gouvernement. Ah ben, j'aurais dû tout laisser tomber. C'est ça, mais ça, c'est pas possible. Tous les projets que je mène actuellement, le mouvement des entreprises de la nouvelle économie, les associations que je préside, parce que je préside une association internationale sur les femmes et la santé et l'environnement, tout ça, je devais le laisser tomber. Donc si vous voulez, on me dit vous n'êtes pas trop déçu. Ben écoutez, j'aurais été très honorée que le président de la République me demande d'entrer au gouvernement, mais très franchement, j'aime tellement ce que je fais. Je m'y investis tellement que l'idée d'abandonner tout ça aurait été vraiment un sacrifice. Et puis, c'est un quinquennat, il est long. On a dit, Édouard Philippe a dit que c'était un gouvernement qui allait durer, mais comme on le sait, il peut y avoir des remaniements. Je l'ai dit, je suis à la disposition du président de la République. S'il a besoin de moi, il saura me le faire dire. Pour le reste, je continue ma route et je le soutiendrai. Merci maître, merci Corinne Lepage d'avoir été avec nous en direct dans Europe 1.